Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Malika Nguyen. J'ai découvert Malika grâce à une amie commune, Lucie Haribar, qui est aussi naturopathe et que j'embrasse bien fort. Et c'est en découvrant le livre de Malika que je me suis lancée dans l'aventure de la fermentation. J'étais convaincue des bienfaits depuis longtemps, mais j'avais eu quelques appréhensions à me lancer, à oser le faire toute seule. Et puis son livre a été un déclic. Il m'a donné envie, il m'a donné confiance et j'ai commencé à expérimenter, à fermenter mes petits bocaux et à partager effectivement mes découvertes sur Instagram et notamment ma passion pour l'ail lacto-fermenté qui est devenu aujourd'hui un indispensable dans ma cuisine. Et puis il y a quelques semaines, je suis tombée sur un post de Malika qui m'a profondément touchée. Elle y partageait en fait des liens entre la maternité, la fermentation, l'accouchement à domicile et tout en rappelant que c'est pas des délires de hippies, c'est vraiment des choix véritablement ancrés, qui sont politiques et des choix puissants qui nous reconnectent à notre instinct, à la confiance et au mystère de la vie. Et là, ça a vraiment résonné pour moi et je me suis dit: «Mais il faut que j'invite Malika dans le podcast». Et donc voilà, c'est aujourd'hui. Malika, je suis vraiment ravie de te recevoir ici. Salut Marion. Comment tu te sens aujourd'hui avant qu'on démarre cet épisode? Je me sens bien. J'étais très contente de te retrouver ce matin pour faire ce podcast et je suis en pleine forme. Donc, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Donc pour ceux et celles qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Cette question très vaste. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Malika Nguyen. Je suis chef cuisinière nomade et je me suis lancée dans la fermentation ces dernières années. J'ai créé un livre qui s'appelle Cuisine et fermentation, comme tu l'as dit. Et depuis, j'aime bien faire animer des ateliers, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels et voyager un petit peu à droite à gauche avec mes couteaux et mes bocaux sous le bras. C'est quoi du coup le sujet de société qui te touche et qui fait que tu œuvres en fait dans ton quotidien et dans au travers ton activité notamment? Ce qui me touche le plus, ce qui m'anime et ce qui m'affecte aussi en même temps, c'est, tout ce qui est en relation avec, le vivant. Le vivant, que ce soit, dans nos assiettes, dans notre corps, mais aussi dans nos relations humaines. Heu, je trouve qu'on a beaucoup perdu de lien avec la nature, avec le rythme des saisons et aussi avec les autres, d'un point de vue humain. Donc moi, j'ai des origines, je suis franco-cambodgienne et je regarde l'actualité en ce moment avec beaucoup d'incompréhension. Je me demande comment on en est arrivé avec, autant de division et de méfiance, en fait, envers, la diversité, tout simplement. Et dans la nature, ce que j'observe, c'est que, cette diversité, elle est une force. C'est la force d'un écosystème. Par exemple, en permaculture, un sol vivant, il a besoin de variété, d'interaction, d'équilibre entre les espèces pour être fertile en fait, je me questionne: pourquoi est-ce que nous, à l'échelle humaine, on n'y arrive pas? Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'affecte énormément et je crois plus que tout que la diversité, c'est une richesse.
Les rencontres, elles nourrissent, l'échange, il est essentiel aussi et en cuisine et particulièrement en fermentation qui est quand même une transformation, collective de micro-organismes vivants. À force d'observer en fait, tous ces processus, j'ai envie en fait que, bah, la société, que nous en tant qu'humains, on s'en inspire, donc voilà, mon engagement au quotidien, bah, c'est, bah, de réapprendre à nous relier, que ce soit aux aliments, aux traditions oubliées, à la terre et aussi aux autres en fait. C'est, bah, aussi nous inviter à ralentir, à écouter, à expérimenter et puis pourquoi pas aussi se questionner sur un système qui nous éloigne, bah, du vivant, de ce qui est vibrant et ce qui est essentiel. Mmh. C'est super beau quand tu parles d'une transformation collective, d'êtres vivants, ce qui est vraiment ce qui se passe, dans les bocaux et de fermentation et effectivement, à l'échelle planétaire, quoi. C'est hyper juste. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à te mettre, sur ce chemin-là, en fait? Alors c'est drôle parce que quand tu m'as parlé de déclic, j'ai souri, puis j'ai réfléchi et finalement je l'ai vécu comme une introspection, comme si en fait, finalement, il y a pas eu de moment précis, ça a plutôt été une suite d'évidences qui m'ont toujours animée et je crois que très tôt, dès la vingtaine, j'ai ressenti en fait ce besoin profond d'être pleinement, bah, connectée à moi-même, à mes envies et à mes besoins. Bah, moi, j'ai quitté, assez vite, la maison familiale pour, voyager. J'avais besoin d'aller vivre à l'étranger, pour aller me rencontrer, connaître, qui j'étais en dehors des cadres, bah, mes parents m'avaient transmis. C'était vraiment un sentiment très, très fort pour moi et je pense que cette force, bah, d'assumer mes choix et de foncer dans ce en quoi je crois, vient aussi de mon histoire familiale. Mon papa, avait un statut de réfugié politique, puisque en fait, il y a eu, presque toute ma famille, cambodgienne a disparu pendant le génocide des Khmers rouges et heu et je ressens pas ce passé comme un poids, mais plutôt comme une énergie qui me pousse parce que grâce à mes ancêtres, moi, je peux être vivante et pas survivante. Hem Moi, aujourd'hui, je peux parler, militer, faire des choix. Je peux incarner, en fait, ce qui est important pour moi et d'un point de vue alimentation consciente, bah, c'est la même chose, la maternité aussi. Enfin, tous ces choix sont importants pour moi et si je ne fonce pas, dans ces choix-là, à l'intérieur, c'est le feu. Hem et sinon, bon, évidemment, mes enfants, au moment de la maternité, c'est là où j'ai pris conscience de l'importance de l'alimentation. Donc ça, c'est pour le déclic, côté alimentaire. J'ai voulu, bah, prendre soin de moi, pour pouvoir prendre soin d'eux, que j'ai commencé à m'informer, à creuser et ça a été une vraie révélation pour moi. Parce que l'alimentation, c'est plus non seulement une question de plaisir ou de culture, c'est aussi un acte, de transmission, un engagement, pour la santé, bah, déjà, ça passe par la mienne et aussi, celle de mes enfants et je réalise, bah, que ce rapport à la prévention, à l'idée de prendre soin de son corps avant d'avoir mal, ça vient aussi, de mes origines asiatiques, heu et ça, je l'ai toujours fait inconsciemment comme une évidence. Et puis, quand la fermentation est arrivée dans ma vie, ben, c'est finalement une pratique qui réunit tout ce qui me parle. C'est-à-dire, la transformation, la transmission, l'équilibre entre, ben, instinct et savoir-faire. C'est aussi un acte militant. Ça, je l'ai compris ces dernières semaines, parce que fermenter, c'est aussi choisir l'autonomie, refuser la standardisation, c'est se réapproprier, en fait, un savoir-faire ancestral qui va à contre-courant, ben, du modèle, capitaliste et agro-industriel, actuel. Donc finalement, voilà, consommer, c'est politique. Ce qu'on met dans nos assiettes, la manière dont on nourrit nos enfants, dont on respecte le vivant,
bah, ce sont des choix qui ont du poids et mon cheminement est un retour au vivant, que ce soit dans mon corps, dans ma cuisine, tout ça, c'est, finalement un cercle vertueux. Et comment t'en es arrivé concrètement à fermenter tes premiers bocaux? Tu m'avais dit quelque chose, et ça m'avait marqué, que c'était d'abord parce que tu avais trouvé ça bon, en fait. Enfin, au-delà finalement de tout ce que tu nous dis, qui sont des choix hyper engagés, genre, je crois que c'est par le goût que tu es arrivée à fermenter? Oui, bah, oui, parce que je suis une cuisinière et en fait, avant d'aimer cuisiner, j'ai toujours aimé manger. Je peux pas raconter que depuis, l'enfance, j'adore cuisiner, c'est pas vrai. J'ai toujours aimé manger. Donc en fait, bah, j'ai la gourmandise en moi et c'est vrai que, bah, les aliments fermentés ont suscité mon intérêt en passant par le goût en premier. Et puis ensuite, évidemment, bah, tout l'aspect, santé, conservation, zéro déchet, et puis, aussi, bah, évidemment l'aspect, il y a une philosophie derrière, il y a quelque chose de presque spirituel, en fait, quand on se lance là-dedans. Et justement, bah, c'est intéressant parce que la fermentation, le mot peut faire peur. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, qui savent pas exact pourtant on sait qu'on a une culture, la culture française, elle est quand même baignée autour de la fermentation, que ce soit par le pain, le fromage, le vin. Et pourtant, ces dernières années, beaucoup d'entre nous, on a oublié quelque part que tout ça, c'était des aliments fermentés. La pasteurisation a quelque part a un peu éradiqué tout ça et nous a un peu brouillé les pistes. Et donc comment tu accompagnes les personnes à, déconstruire leurs idées reçues sur la fermentation et du coup à faire bouger les lignes autour d'une alimentation vivante, quoi? Bah, justement, j'ai la chance de pouvoir séduire par la gourmandise, parce que et comme tu le dis, oui, la fermentation, ça intrigue, comme ça questionne et ça fait peur. Surtout, on me demande souvent: «Mais c'est quoi? C'est pas dangereux?» Alors, bah, plutôt que de commencer dans des grandes explications, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire goûter. Parce que je trouve que c'est quand même la meilleure, façon de convaincre, c'est par le plaisir. Donc j'ai cet avantage d'être cuisinière avant tout et je sais que par la gourmandise, on peut faire bouger les lignes. Si je commence par un discours technique, bah, là, je risque, en fait, de perdre du monde. Mais si je propose un plat réconfortant, avec un goût qui rappelle un souvenir, une texture qui donne envie d'y retourner, bah, là, d'un coup, la porte, elle s'ouvre et les gens, ils sont plus à même, en fait, bah, entendre le discours qu'il y a derrière. Donc moi, quand j'étais en restauration, ce que j'aimais faire, par exemple, c'était un risotto, de betterave fermentée et c'est drôle parce que les gens, du coup, ils s'arrêtent sur le mot risotto, parce que c'est un mot, bah, qui évoque, tout de suite, le plat chaud qui est gourmand, hein, et et du coup, le mot betterave fermentée, bah, on l'oublie un petit peu et donc c'est vraiment comme ça que j'arrive à séduire, que ce soit les clients ou mon entourage et c'est vrai qu'une fois que, bah, les papilles, elles sont conquises, là, on peut en discuter et en général, les gens sont conquis parce que en fait, c'est un équilibre à trouver, la façon dont on ajoute, des aliments fermentés dans sa cuisine. Donc je leur montre que fermenter à la maison, c'est pas un truc de niche ni, une lubie de bobo. En fait, on peut tous s'y mettre et surtout, en fait, bah, on a toujours fermenté. On a passé plus de temps à fermenter, comme tu l'as dit, qu'à pasteuriser. On en mange, aussi dans notre quotidien et partout dans le monde sans même y penser, en fait. Le pain ou le vin, le fromage, le café, le chocolat, le vinaigre, la sauce soja, les alcools comme le vin, la bière, tout ça c'est fermenté. C'est une pratique qui est ancestrale et qui est présente, bah, dans toutes les cultures, du monde et bah, par exemple en Corée, bah, il y a le kimchi, qu'on connaît bien, qu'on commence à bien connaître en France. Hem, Au Japon, il y a le miso, il y a aussi, bah, les citrons confits, du Maghreb, enfin et j'en passe en fait, il y en a tellement, sauf que c'est vrai qu'en France, le mot fermenté, voilà, les gens ils associent à pourri alors que c'est vrai que le mot fermenté, c'est un mot qui peut faire peur, c'est pour ça que, bah, avec les copains de la fermentation,
on essaye un petit peu de déconstruire et de sensibiliser les gens. Et c'est drôle parce que dans l'association Fervent Ferment dans laquelle, je fais partie, on est pour la plupart, des cuisiniers ou des cuisinières. Donc je pense qu'on a vraiment cet atout, de séduction, de qui passe par l'assiette, en fait. Et au-delà du goût, moi, ce que j'aime transmettre, c'est que, bah, l'idée de fermenter, c'est un acte vivant. C'est une démarche qui demande du temps, de la patience, de l'observation, et puis ça se contrôle pas totalement. Parfois ça prend pas et ça m'a aussi appris, bah, dans ma vie perso, à accepter l'échec, à lâcher prise et aussi à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à me reconnecter en fait, bah, au vivant. Et la fermentation, c'est aussi permettre de mieux conserver les aliments, d'être plus autonome, de réduire, le gaspillage, de se réapproprier des savoirs oubliés. C'est tout sauf anodin, en fait. Donc fermenter des légumes, c'est pas juste une tendance, c'est une révolution discrète qui passe par nos assiettes. C'est une façon de se reconnecter à la nature, au temps long aussi et je pense que ça, c'est intéressant, de voilà, de réapprendre à attendre, de réapprendre à des goûts qui ne sont pas, standardisés parce qu'on peut mettre en fermentation, par exemple des voilà, ce fameux bocal de betterave fermentée. D'un bocal à un autre, il aura jamais le même goût. Il va fermenter différemment en fonction du terroir où il a grandi, en fonction de l'environnement, où on va mettre notre bocal, si on laisse plus ou moins de temps, si c'est en été, en hiver, donc tout ça, je trouve que c'est vraiment, un aspect intéressant, c'est, un des aspects de la fermentation qui me plaît énormément parce que c'est, bah, tout simplement une reconnexion à la nature. C'est vrai, quand tu parles de temps long, ça me fait rire, quand on prépare, nos bocaux, avec mon copain. Je crois que la dernière fois, on s'est faisait des citrons et on avait lu que genre il fallait, idéalement presque 6 mois, tu vois? Pour, que ce soit optimal et on s'est dit: «On fait notre bocal et on va le goûter que dans 6 mois». Tu sais, ça te paraît dingue. C'est un truc qu'on n'a plus l'habitude, quoi et de devoir se remettre dans une forme d'anticipation, de dire: «Ah bah tiens, j'ai bientôt plus d'ail fermenté, bah, il faut que si je veux que ça prenne laisser un mois pour en refaire, faut le faire maintenant». Et comme tu dis, c'est ce temps long, là où on est dans une société d'immédiateté et toutes les 2, on a grandi dans les années 80, à l'ère, du tout industriel, en termes d'alimentation. Du coup, on est une génération qui doit réapprendre tout ça, quoi. Donc c'est riche de sens, comme tu dis, tous ces parallèles, que tu fais. Tu nous as parlé aussi de tes racines cambodgiennes, justement. En quoi, ça a vraiment tu nous parlais du lien avec la santé notamment mais en quoi ça a aussi, influencé ta manière de voir l'alimentation et ta transmission? En fait, mon papa, c'était un cuisinier passionné. Pour lui, manger, c'était un acte de respect envers soi-même. Quand il avait faim, il se contentait pas juste d'un morceau de pain, et d'un bout de fromage, hein. Il préparait vraiment un bon repas, un repas qui nourrissait, bah, le corps et puis son âme. Je crois qu'il y avait une forme de méditation aussi, derrière ça et il m'a transmis, bah, cette idée que mal manger, c'est mal se respecter et c'est vrai que j'ai gardé, bah, précieusement cette leçon en moi et enfin moi j'ai grandi avec des plats, traditionnels asiatiques comme la soupe feu, des desserts au riz gluant, au lait de coco, des currys cambodgiens et quand on était malade, heu, bah, papa il nous préparait, des porridge de riz. Donc et toutes ces saveurs, elles ont fait partie de mon identité, de mes racines, elles sont profondément ancrées en moi, en fait et j'aime beaucoup transmettre cette richesse, à mes enfants et c'est pas seulement une question de nourrir le corps, c'est aussi une question de bien recevoir, parce que dans la culture asiatique, manger, c'est sacré, c'est un moment de partage, de lien et on te demande toujours si tu as bien mangé, si tu es bien nourri. C'est comme un geste, en fait, de bienveillance et d'attention, envers l'autre. C'est quelque chose que, bah, j'essaye de transmettre à mes enfants, bah, le partage autour de la nature, le partage autour, de la nourriture, cette attention à l'autre et ce qu'on veut qu'ils ressentent et qu'ils vivent
et j'adore quand on voyage tous les 4 parce que, quand on goûte des nouveaux plats, quand on découvre des saveurs inconnues, mes enfants, ils sont à fond, ils adorent les épices, ils sont hyper curieux de tout, ils nous observent, et puis, ils s'ouvrent vachement aux autres saveurs, et c'est incroyable, en fait, de voir ce lien entre eux et la nourriture se développer. Et à la maison, c'est vrai qu'avec mon amoureux, on essaye de faire le maximum de choses maison. Heu, je dis: «On essaye de faire le maximum» parce que, bah, voilà, dans le quotidien, c'est pas toujours évident non plus. On pourrait passer la journée, en fait, à préparer, le repas du soir, mais en tout cas, on respecte les saisons, voilà, il y a des choses qui ne bougent pas, et de privilégier aussi, bah, des produits locaux et de qualité. C'est vrai que l'alimentation, elle occupe une place centrale dans notre vie, bah, dans nos choix quotidiens, dans nos voyages aussi et même dans notre budget. C'est devenu un principe fondamental pour nous. C'est une façon, bah, de nourrir, notre corps, notre curiosité et puis aussi, notre ouverture sur le monde. La cuisine, c'est bien plus qu'un acte physique pour nous, c'est un acte de transmission, de connexion avec nos racines et aussi, un moyen d'ouvrir à nos enfants, bah, l'ouverture à la diversité des cultures, parce que moi j'aime beaucoup la cuisine du monde et heu chez moi, bah, à la maison maintenant c'est devenu un peu un laboratoire vivant. C'est marrant parce que en ce moment je suis focus sur le tempeh. Donc le tempeh c'est, un mets, indonésien, à base de graines de soja, mais on peut le faire, à base de n'importe quelle autre, légumineuse et en fait, on vient ensemencer, un champignon dessus et il y a un mycélium qui va se créer, sur les légumineuses et c'est marrant parce que j'ai un petit de 2 ans et demi, qui adore, en fait, regarder les étapes, heu, du tempeh. Donc à chaque fois, il veut qu'on ouvre la boîte pour regarder, si ça a évolué, si ça s'est transformé et je trouve ça génial, en fait. Je sais pas, en fait, ce que ça va lui évoquer plus tard, mais en tout cas, pour moi, c'est essentiel qu'il comprenne que, bah, tout prend du temps et que, oui, même si on habite dans une grande ville, on essaye de faire, tout maison, et que, bah, le processus de cuisiner, de fermenter et de nourrir, c'est pas instantané. C'est un acte de patience, de respect envers le vivant et en fait, la transmission envers mes enfants, elle est encore plus importante parce qu'en fait, ça vient aussi de mon histoire avec, le Cambodge. Au Cambodge, il y a une tran i voilà, il y a 1 à 2 générations qui a disparu et j'ai l'impression d'avoir en moi inconsciemment une peur de pas assez transmettre à mes enfants et c'est vrai qu'ici, bah, j'ai encore des oncles, des tantes. J'ai aussi rencontré des personnes incroyables comme Bopa qui est une grande cuisinière et qui m'apprend en fait, à cuisiner des plats cambodgiens donc c'est aussi pour moi, bah, une façon de créer un pont entre le Cambodge, et ici et de continuer à transmettre, ben, ces valeurs, à mes enfants. Bah, ouais, c'est essentiel et c'est trop mignon. J'ai cette image effectivement du petit qui voit le tempeh en train de se construire et c'est tellement différent de, une autre éducation où tu prends ta pizza du congèle et tu la mets au micro-ondes et et où tout est dans l'instantanéité et effectivement c'est une autre façon de voir la vie, quoi. Justement, tu es enceinte de ton troisième enfant, bientôt, qui arrive bientôt et donc je parlais en introduction de ce post que tu as fait qui était hyper fort, où tu faisais un parallèle entre la fermentation et la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, je c'est vrai que j'adore faire des, parallèles, ouais, ça fait partie de ma nature. Depuis petite, en fait, je me questionne sur la façon dont fonctionne le monde, j'ai toujours été, très, comment? Pensive, voilà, j'ai eu des très tôt, je me souviens, vers l'âge de 7 8 ans, je me posais des grandes questions déjà et
Et en fait, quand je me suis plongée dans la fermentation et que j'ai écrit, ce livre «Cuisine et fermentation», un lien, s'est naturellement formé, avec mon expérience de grossesse, parce que fermenter, accoucher, être enceinte, c'est des processus qui sont proches, bien plus qu'on ne le croit, en fait. C'est des processus, tout comme la vie elle-même, elle fait, ses cycles, de transformation, de patience. Il y a quelque chose, de magique, mais aussi de profondément humain dans l'acte de nourrir, d'accompagner, de faire grandir et de voir la vie se transformer. Et c'est drôle ce que je vais dire, l'image peut faire sourire, mais je vois un peu mon ventre comme un bocal. Bon, pour moi ça a plein de sens, en fait, parce que dans la fermentation, tout se fait en silence, lentement, au chaud, les bactéries, les levures, elles agissent sans qu'on les voie, en fait. Et elles transforment complètement les aliments, elles les rendent vivants, encore plus riches de saveurs, riches en nutriments. Parce que, par exemple, si on prend une carotte brute et une carotte fermentée, il y a 10 fois plus, de vitamine C dans une carotte, fermentée, que dans une carotte brute. Et puis, dans ma grossesse, c'est pareil, tout se fait un peu dans l'invisible, il y a ce petit être qui grandit, qui se façonne, dans l'intimité de mon corps. Et il est nourri, protégé lui aussi. Et ce processus, comme celui de la fermentation, c'est du lâcher prise et de l'amour et de la confiance. Dans la fermentation, comme dans la maternité, il faut savoir lâcher prise, accepter que certains moments, ne se déroulent pas comme prévu. Parfois une fermentation, elle prend pas, et parfois une grossesse non plus ne prend pas. Donc tous ces échecs, ou plutôt ces ajustements, font partie du processus, ils font partie de la vie. Il s'agit pas de forcer, mais d'accepter, en fait, le rythme de la transformation, de faire confiance à ce qui est en train de se développer. Et je ressens cette connexion très forte, cette transformation, dans chaque geste que je fais, dans chaque bocal que je prépare. Hem, Parce que chaque fermentation, c'est une forme de naissance, en fait. Et chaque grossesse, c'est un processus vivant. C'est une invitation à vivre pleinement et être présente dans chaque instant. Tout est lié, pour moi. Que ce soit, nourrir, cultiver, enfanter. Ces 3 éléments, ils sont pas indissociables. Ils font partie bah, d'un tout, qui plus vaste, qui inclut nos choix, nos valeurs, la manière dont on veut interagir aussi avec le monde autour de nous. Et j'ai aussi, observé, en fait, le respect du vivant, chez les sages-femmes et les doulas et les femmes, qui m'entourent, en fait, et aussi chez, celles et ceux qui fermentent. Tous et toutes, on a cette volonté de transmettre, d'observer, d'honorer, la transformation. Et donc, mon 2e enfant est né à la maison, et là, pour le troisième, on prépare un accouchement à la maison aussi. Et c'est pas un délire de hippie, et tout comme fermenter, c'est pas une lubie de bobo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est d'être libre dans ses choix, d'explorer. Je tiens quand même à préciser que je ne critique pas ni dénigre les femmes et les couples qui veulent donner naissance, sous péridurale à la maternité. C'est pas ça du tout. Je dis simplement qu'on peut, si on le souhaite et que notre grossesse nous le permet, faire autrement. On peut être bien accompagné, en sécurité, dans la pénombre de chez soi, entouré de nos micro-organismes vivants aussi. Donc moi, ça me fait sourire parce que j'en ai plein à la maison avec tous les bocaux. Et en plus de ça, je me dis: ça peut être que bénéfique pour le bébé. Donc c'est faire des choix, c'est, déjà agir, c'est refuser, qu'on nous dicte, comment manger, comment vivre, comment être. Pour moi, chaque décision que l'on prend est un acte, de résistance à un système qui finalement nous éloigne du vivant. C'est, aussi reprendre la main sur, notre propre vie, notre corps, nos choix. Et ça signifie de se reconnecter à soi, réapprendre à nourrir le vivant autour de nous, à prendre soin de notre environnement, à respecter les cycles naturels de la nature et de la vie, en fait. Donc comme le dit Michel Audin, qui est un obstétricien, heu, très reconnu,
Changer son monde, c'est changer la façon dont on donne la vie, dont on nourrit nos enfants aussi, dont on prend soin du vivant, en soi et autour de soi. C'est un choix qui est intime, qui est un choix, politique, heu, un acte d'engagement envers nous-mêmes, mais envers aussi ceux, qui viennent après nous et envers la nature. Et je pense qu'il est temps de renouer avec cette puissance, qui réside en nous, et cette puissance de créer, de nourrir et de vivre en harmonie avec le vivant. Mais je peux que être, d'accord avec tout ce que tu dis et c'est vraiment des choses que j'avais ressenties lors, de ma grossesse. C'était il y a 5 ans maintenant, mais c'est cette sensation, comme tu dis, du bocal. Je faisais pas le lien avec la fermentation à l'époque et c'est pour ça quand je l'ai lu, ça a vraiment tu m'as permis de poser des mots sur quelque chose que j'avais vraiment ressenti, mais comme si pour la première fois de ma vie, j'étais en contact avec ce faire confiance dans un processus qui est à l'intérieur, que je ne vois pas et sur lequel je n'ai pas d'emprise. Et tu sais, quand tu t'es toujours, forgé à, quand on veut, on peut, tu sais, dans une espèce de culture du un peu du contrôle et de j'ai enfin, je peux agir et autres et que là, pour une fois dans ta vie, tu te retrouves face à quelque chose, tu as juste à laisser faire et j'avais trouvé ça tellement, bouleversant, quoi, comme expérience, et comme apprentissage. Donc, merci vraiment pour tes mots et je te rejoins, je sais aussi que beaucoup de ch à cette époque, du coup, j'avais un peu découvert effectivement plein de choses autour de l'accouchement que dont j'avais pas idée avant d'être concernée évidemment et j'ai m'étais vraiment dit: «Ah mais qu'est-ce que ça dit de notre société en fait, la manière dont on accouche en fait?» dont aujourd'hui on permet aux ou on dit aux femmes peut-être plus que permettre, comment elles doivent faire et en fait c'est le témoin de c'est quand même un témoin, important de ça dit beaucoup de choses de notre société, quoi. On va revenir un petit peu plus dans ton quotidien, peut-être, dans ton activité, en fait. Tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble, tes journées, finalement, pour qu'on se représente un petit peu, la vie de Malika? Ouais, aucune journée ne se ressemble. Finalement, j'ai plusieurs casquettes et j'adore faire ça vraiment parce que pour moi, quand je me suis lancée dans la cuisine, c'était, égal restauration. Tu vois? Il y avait pas, d'autres possibilités et là, je suis en train de découvrir que, en fait, je peux vraiment m'éclater dans mon travail sans faire, du 5 jours semaine, du 8h, 17h ou voire plus. Hem, donc j'ai autant des rendez-vous pro, que j'écris des recettes, que je donne des ateliers en école, hôtelière, ou pour des particuliers et surtout, en fait, je consacre quand même pas mal de temps à ma vie de famille et aussi à l'organisation de la maison, parce que comme on en a parlé, ben, faire à manger, faire maison, ça prend du temps. Tu vois? Même, j'ai beaucoup parlé d'alimentation, il y a aussi les boissons, parce que ce matin, par exemple, j'ai filtré mon kéfir. Bon, ça prend pas de temps, tu vois? Mais voilà, enfin, tous ces petits gestes, en fait, ils participent à mon quotidien et puis parfois, ben, je pars, cuisiner ailleurs, je prends le train avec mes bocaux, et je pars plusieurs jours, et j'adore faire ça. C'est vraiment un rythme, libre et qui est quand même intense parfois, mais qui me ressemble bien en fait. Heu, c'est ce que j'avais imaginé et c'est vrai que je trouve que c'est pour le moment un modèle qui me convient plutôt bien. Parce que j'ai besoin d'avoir, de l'espace, de rencontrer des gens et ce qui m'anime profondément, c'est transmettre, échanger et ça aujourd'hui, c'est très important pour moi. Ce qui me porte aujourd'hui, c'est cette sensation d'être exactement là où je suis et là où je dois être, sortir de ma cuisine, rencontrer d'autres passionnés et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, transmettre aux futures générations, c'est devenu essentiel pour moi. J'ai adoré, tu vois, donner des, masterclass, dans des, écoles hôtelières, rencontrer, les futures générations, qui ont une vingtaine d'années
et leur faire découvrir la fermentation, leur faire découvrir, c'est d'autres saveurs qu'ils connaissent pas du tout, un autre process aussi et je t'avais raconté cette petite anecdote où, pendant la masterclass, en fait, j'avais apporté tout un panel de produits fermentés, que ce soit du miso, que ce soit, du vinaigre, des légumes lacto, du kimchi, et j'avais, aussi apporté des produits bruts et j'ai demandé, en fait, aux élèves, de créer un plat à partir de tous ces produits et je leur avais, évidemment, je leur ai dit: «Allez chercher si vous avez envie, des épices, dans les cuisines», enfin voilà et il y en a un, il m'a ramené, de la poudre de fond de veau instantanée et là, j'ai pas compris. Là, je me suis dit: «Ah non, mais c'est pas la thématique du jour, en fait». Donc d'une, c'est instantané et moi, je te parle de temporalité, de temps long, d'attente, je te parle du miso des copains qui a fermenté pendant 6 mois et en plus de ça, il y a pas d'intérêt, en fait, à avoir, de la poudre de fond de veau, alors que là, il y a plein de choses qui ont du goût, qui sont sur la table, en fait. Il y a plein d'umami sur la table déjà, donc c'est là où, en fait, quand je suis entrée, je me suis dit: «OK, c'est cool» parce que j'ai besoin de venir bousculer, hem, ces, futurs professionnels, en fait, enfin, ces professionnels de la restauration et je pense que c'est devenu hyper important pour moi de leur parler à eux pour que en fait, le message, il se diffuse, et qu'eux, mettre en place, dans les cuisines, enfin là où ils iront travailler après, les aliments fermentés ou qu'en tout cas peut-être qu'ils se questionnent juste. Voilà, donc ça m'anime vraiment en ce moment. Ah ouais. Et dans tout ce que tu as traversé justement pour en arriver là aujourd'hui, dans tout ton parcours, est-ce que tu as rencontré des challenges, ouais, des difficultés auxquelles tu as fait face et comment tu les as traversées? Alors je crois que le plus gros challenge, c'est parfois d'accepter de refuser un projet. Parce qu'en fait, tu es tellement, heu, passionné, et par exemple là avec la grossesse, on m'a proposé, tu vois, je suis presque à 8 mois, on m'a proposé des projets qui m'attirent énormément et il a fallu que je refuse tout simplement parce que je peux plus, et ça c'est pour moi, c'est un gros challenge, ouais, de dire, «Là, je suis pas capable, je dois accepter que ce projet, c'est pas pour moi cette fois-ci», en fait. Parce que je suis tellement, animée par tout ce qui vient à moi, que finalement, dire non, je crois que c'est compliqué. Et évidemment, l'autre challenge on connaît, quand on est à son compte, c'est évidemment, les débuts, les fins de mois, en fait, quand, tu as passé 20 ans dans le salariat, il y a aussi une acceptation de se dire, «OK, il y a des mois où tu gagnes bien». Enfin, c'est tout ça, c'est s'organiser, manager, son budget, donc ça, c'est une vraie découverte pour moi. C'est clair et je ne peux que te suivre là-dedans, hein. C'est clair que c'est un énorme changement et tu sais, moi, j'avais fait aussi pas mal de parallèles, quand j'étais devenue entrepreneur avec justement, comme une sorte de retour, au pas au vivant au sens, mais à la vie sauvage, tu vois? Parce que je me disais: «Mais en fait, dans la nature, tu pas à manger en continu. Des fois, tu as à manger, des fois, tu en as pas, et la vie sauvage, c'est ça, en fait». Mais quand tu as été salarié pendant des années et que du coup, tu es plus du tout dans cette vie sauvage et que tu reviens à cet état, d'incertitude, qui est complètement, en fait, qui fait partie de la vie, mais qu'on a perdu, enfin qu'on a perdu, en tout cas que qu'on s'est construit autrement. Waouh, c'est pas rien quoi d'apprendre à gérer ça, quoi. Et comment tu fais pour incarner ce que tu transmets, en fait, et avoir vraiment cet alignement, dans ta vie perso et professionnelle, en fait, cette cohérence? Bah, je vais reprendre encore le mot «accepter» parce que je crois que c'est vraiment, le plus important. Accepter que l'alignement parfait, il n'existe pas, que on vit quand même dans une société, dans un monde capitaliste,
Vouloir être, toujours en cohérence avec ses valeurs, c'est une belle intention, mais on reste humain et avec nos contraintes, nos doutes, nos fatigues, donc accepter de faire comme on peut, de s'adapter et de chercher l'équilibre, en fait, tu vois? Il y a des périodes où je suis à fond, où tout est fait maison, où je prends le temps de fermenter, de cuisiner avec attention, et puis il y a des moments où, bah, je fais plus simple et parce que j'ai pas le temps, parce que je suis prise par autre chose heu et heu et je me laisse porter par, le rythme de la vie et c'est OK, en fait. Je refuse, d'être dans une posture rigide et culpabilisante surtout, tu vois? Et je veux aussi que mes enfants, ils grandissent avec cette idée-là. Hem, c'est faire au mieux avec ce qu'on a, avec le temps et l'énergie qu'on peut y mettre, ça veut dire, bah, accepter les écarts et c'est OK, pas se flageller si un jour on achète, ou on mange, quelque chose qui correspond pas, vraiment à nos idéaux, enfin, c'est pas une compétition, en fait, c'est un chemin et bah, ce qui m'aide à rester, alignée, c'est aussi de garder le plaisir dans tout ça. Finalement, quand je sens que quelque chose devient une contrainte, c'est que je dois revoir ma manière de faire, tout simplement. Je veux que la cuisine, ça reste, un espace de joie et de partage et pas une injonction ou une charge mentale supplémentaire et je me rappelle aussi pourquoi je fais tout ça, pourquoi j'ai choisi ce chemin, ce qui m'anime. J'ai choisi d'être en mouvement, d'explorer et de ressentir, ce que je fais, avec du sens. Si je me force, ben, pour moi, c'est le tsunami à l'intérieur, vraiment, hein, donc je préfère ajuster mon rythme et au final, incarner ce que je transmets, c'est avant tout être honnête avec moi-même. Accepter que, bah, c'est un processus et que tant que l'intention est là, je suis sur le bon chemin. Et oui, je te rejoins complètement sur le côté, il y a des moments où on n'a pas la dispo, ou même, il y a comme si on avait des phases aussi. Ça m'a parlé quand tu as dit à un moment, la con enfin, c'est une contrainte et j'ai pas envie de le faire. Enfin, tu sais, moi, je pense par exemple, bah, quand je faisais mes études de naturopathie, je faisais toutes mes graines germées, j'étais à fond, parce que aussi j'étais dans un processus d'apprentissage et j'avais besoin d'expérimenter tout ça. Et là, je me suis rendu compte, ça fait 1 an que j'ai déménagé et que mon bocal de germination, il est au fond de mon placard et que je l'ai pas ressorti, tu vois? Et qu'en ce moment, j'ai pas envie. Mais je teste d'autres choses et justement, j'ai d'autres découvertes, mais ça qui est génial, c'est de se dire: «Bah, en fait, c'est des phases, on passe, un moment, on est à fond sur quelque chose, après on l'est moins, mais peut-être que je le redécouvrirai plus tard et que je serai trop contente, de refaire des graines germées», pareil, tu vois, les jus de légumes, j'arrête pas de me dire: «Mais qu'est-ce que ça me ferait du bien si je me faisais une cure de jus de légumes?» Et en fait, en ce moment, pareil, je regarde l'extracteur et je me dis: «J'ai trop la flemme», enfin, et c'est pas le moment, quoi, et comme tu dis, bah, ouais, c'est pas grave, on fait au mieux et le but, c'est pas d'être dans cette quête de perfection, quoi, et en plus envoyer un message culpabilisant aux autres, heu, dans un peu une recherche de quelque chose qui est impossible, quoi, de toute façon, ouais. Oui, oui, carrément et puis c'est vrai que moi, si tu veux, l'idée de me rendre malade pour être en santé, ça ça a pas de sens, en fait. Donc et je trouve que c'est hyper libérateur, hyper puissant d'accepter que c'est OK que ce soit comme ça, en fait. Bien sûr, et tout en étant dans cette intention, de bien faire aussi, et tu vas dans cette conscience parce que sinon de pas tomber dans un: «Bon, bah, allez, du coup, j'en ai plus rien à faire», et heu et du coup, c'est vraiment tout le temps un équilibre à trouver, quoi. Oui. J'ai une petite question, rituelle pour ce podcast. Comme tu le sais, il s'appelle, «Un autre chemin est possible». Donc pour toi, quel autre chemin est possible, que ce soit pour toi ou pour le monde? Ah bah, celui du vivre ensemble. J'aimerais, bah, qu'on soit plus doux envers nous-mêmes, envers les autres, de voilà, c'est ce que la fermentation, elle m'a appris, en fait. Je crois que, tout est question d'équilibre et de cohabitation. Les micro-organismes, vivants, ils cohabitent ensemble et ils s'adaptent et ils trouvent leur place, sans s'écraser les uns les autres et encore une fois, comme je disais au début du podcast, mais pourquoi ça fonctionne pas pour nous, en fait? On peut être différents, avoir des chemins de vie variés, des visions, qui se superposent, et pas toujours et puis pourtant, bah, quand même avancer ensemble, se nourrir mutuellement.
Bah et puis accepter que l'autre apporte quelque chose, et que nos forces et nos vulnérabilités, elles peuvent coexister sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Donc voilà, j'aimerais, qu'on applique, cette sagesse du vivant à notre manière, d'être au monde et qu'on apprenne à créer du lien plutôt qu'à chercher à dominer, à s'écouter plutôt qu'à s'opposer. Bon moi c'est un vrai travail, hein, que je fais depuis des années, donc mais vraiment c'est drôle comme la fermentation m'a apporté, beaucoup de spiritualité. Là, je suis en train de regarder un bocal de tomates fermentées, qui date de l'année dernière, tu vois? Et je suis fascinée. Tomates, je sais pas, le bocal, il la tomate, elle coûte enfin, c'est pas ce qui coûte cher, tu vois? Mais en fait, c'est le temps. Depuis combien de temps elles sont dans ce bocal? Ça fait depuis, hem, 8 mois qu'elles sont bah, tiens, c'est marrant, comme moi, comme moi qui est en pleine maternité. Ce bocal, il a 8 10 mois et j'ai des tomates et que je pourrais ouvrir aujourd'hui. Enfin, donc en fait, ouais, un autre chemin est possible. Se respecter comme on respecte, ben, le vin qui pousse, une fermentation qui prend son temps, un équilibre fragile, mais qui est puissant. Parce qu'en fond dans le fond, en fait, la nature, elle nous montre déjà le chemin. Il suffit juste de prendre le temps et d'observer. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer, aux personnes qui nous écoutent? Bah, j'aimerais dire, aux personnes qui m'écoutent d'oser se faire confiance, bah, d'écouter ce qui vibre en elles, ce qui sort du cadre, même ce qui bouscule, en fait. Et on a tellement été coupés, en fait, de nos instincts, de notre puissance, de notre capacité à sentir ce qui est juste pour nous. Et je voudrais aussi rappeler que tout est lié, que ce soit l'alimentation, la transmission, notre rapport au vivant, aux autres, rien n'est anodin. Que chaque choix qu'on fait, en fait, a un impact, que ce soit, ce que l'on transmet dans l'assiette, la manière dont on donne naissance, les liens qu'on tisse autour de nous, consommer, cuisiner, tout ça, ce sont des actes qui sont politiques, des manières de reprendre la main, pardon, sur nos vies et de refuser un modèle qui nous éloigne du vivant. J'aimerais aussi qu'on accepte les écarts, les imperfections du chemin, en fait. Parce que c'est en apprenant à être, plus indulgent avec soi, qu'on peut être, plus doux avec les autres. Évidemment, c'est vrai que moi j'adore, apprendre, j'adore, me remettre en question, voir, aller, du côté de mon dark side, ça j'ai aucun souci avec ça. Parce que je sais qu'en fait, ça va me faire évoluer, ça va me faire transformer et l'essentiel, c'est d'oser avancer vers, ce qui fait sens pour nous et se faire confiance, tout simplement. Tu sais, quand je t'avais rencontré, j'avais vraiment ressenti ça, cette connexion à ton instinct, enfin, qui semble, forte et là depuis toujours, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que tu incarnes. Comment tu te projettes, à l'avenir? Comment tu te vois évoluer? Bah, j'espère continuer à m'émerveiller, m'émerveiller, bah, de la vie, de mes enfants, de moments simples, en fait. La dernière fois que, j'ai ressenti une très grande émotion, c'est quand, on est parti il y a pas longtemps en voyage en Maroc, tous les 4 et on a fait, quand même, 14 heures de bus en 2 jours et d'observer, en fait, mes enfants regarder le paysage défiler sous leurs yeux, ça a été incroyable pour moi. Il y a eu, en fait, c'était une émotion, tellement forte, il y avait beaucoup de symbolique, parce que je me suis dit: «Waouh!» En fait, ils prennent le temps juste, de regarder le monde défiler sans avoir d'interaction, sans rien faire, en fait, peut-être même à s'ennuyer, hein, d'accord? Pardon. Peut-être même à s'ennuyer finalement, tu vois? Et en fait, chaque regard qu'il pose sur le monde, chaque geste, c'est comme si moi je revivais cette capacité à m'émerveiller, à voir la vie, sous un angle neuf aussi, à chaque instant et je trouve que ça, c'est un cadeau, du quotidien, même si on est pris, voilà, par la vie, par les choses à faire, j'ai vraiment envie de garder en fait, cette énergie de curiosité et d'émerveillement.
Et en même temps, je m'engage dans l'évolution, de ma propre personne. Je veux me challenger, être une meilleure femme, une meilleure épouse, une meilleure mère. Ce chemin, il passe aussi par la guérison, accepter que, la vie, elle est faite de hauts, de bas, d'apprentissage et puis, de lâcher prise. Et dans cette dynamique, je continue, à apprécier la beauté du monde et des petites choses, parce qu'à la fin, c'est ces moments simples et d'émerveillement, qui me rappellent, à quel point chaque instant est précieux et porteur de sens, en fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Malika, pour les personnes qui ont envie de connecter avec toi? On peut me retrouver tout simplement sur mon Instagram, qui s'appelle MLK Cuisine où, je partage, dessus, que ce soit mes recettes, mes états d'âme, heu, mes luttes, où je parle de fermentation, de cuisine, de tout ce qui m'anime. Et est-ce que tu as des projets, dont tu peux nous parler, des actualités là à partager? Eh bien, tu es la première avec laquelle je partage, cette information, sur ton podcast. Je suis donc sur la fin de l'écriture de mon deuxième livre sur la fermentation, qui va sortir le 4 septembre. Donc ça va être une sacrée rentrée pour nous et du coup, ce sera un livre sur des recettes, de cuisine et de fermentation. Hem En fait, il va être un petit peu plus poussé que le premier. Le premier, je voulais que les recettes soient, surtout, de la fermentation spontanée, c'est-à-dire, avec, de l'eau, du sel ou avec, du sucre, avec des ingrédients qu'on a à la maison et je voulais que les gens aient pas d'excuses, en fait, pour se lancer dans la fermentation. Alors que là, j'invite en fait, les lecteurs, les lectrices à aller chercher, des sports, des mers de kombucha, des grains de kéfir, de fruits, de lait, et donc il y a toujours, en fait, une recette de comment je fabrique, par exemple, un kéfir de lait et ensuite qu'est-ce que je fais une fois que mon kéfir de lait est prêt? Heu, voilà, je trouve que c'est important pour moi, et aussi parce que, ça fait partie de mon quotidien de partager des recettes de qu'est-ce que je fais une fois que mon bocal, est prêt ou, que ma fermentation est prête. Mmh. J'ai hâte de le découvrir. J'avais vraiment, adoré déjà, le premier que je recommande. Je remettrai, tous les liens, en description de l'épisode, ton compte Instagram et puis effectivement le lien vers ton premier livre et je te souhaite encore du coup une belle gestation de ce projet et de fin de ta maternité, enfin de fin de ton la fin de ta grossesse et de donner naissance à ces beaux bébés, très prochainement. Je te remercie beaucoup, Marion. Podcast, c'est une joie de t'avoir, aujourd'hui Malika. J'espère que ça aura beaucoup, inspiré, en tout cas, par tous ces messages, très forts et comme tu l'as dit souvent, très spirituels aussi, avec beaucoup de hauteur en fait, sur le sens de la vie, tout simplement et merci encore. Merci beaucoup, Marion, pour cette invitation. C'était super. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Au-delà de l'épisode, moi ce que j'ai aimé c'est la rencontre avec Malika, de connecter avec une personne avec qui je partage énormément de valeurs et de visions du monde. Et je sais que ça compte beaucoup pour moi en ce moment de me créer un écosystème avec des personnes avec qui je partage une certaine vision de la vie et de se sentir ensemble justement dans une direction. J'ai beaucoup aimé tous les parallèles que Malika a partagés, que ce soit autour de la maternité, mais également autour de la fermentation comme en fait un équilibre et un vivre ensemble à l'image d'une société finalement. Et aussi ce rappel que finalement chaque pratique peut nous enseigner. Là on a parlé de la fermentation, mais ça pourrait être plein d'autres pratiques de nos quotidiens qui viennent nous enseigner une sagesse comme celle du ralentir, de laisser faire le temps, de la magie de la transformation des choses, également le rapport à l'échec dont parlait Malika. Tout n'est pas parfait, des fois ça marche pas et j'ai beaucoup aimé la sagesse vraiment des enseignements et puis encore une fois se rappeler que nos choix au quotidien ils ont leur importance et nos choix
ils peuvent avoir vraiment cette dimension politique de nous affirmer dans la direction qu'on souhaite pour le monde, et ça a vraiment de la valeur. Et donc il n'y a pas de petits gestes en fait, tous ces petits engagements dans notre quotidien, ils comptent vraiment. Donc si vous avez aimé cet épisode, déjà écrivez-nous un petit mot à Malika et à moi, ça nous fera super plaisir d'avoir vos retours. Et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant, comme ça on pourra le voir et le repartager également. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et une note 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira si vous avez envie d'échanger avec moi. Et puis, vous avez mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour en savoir plus sur mes accompagnements en naturopathie et en coaching. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et du vivant.